On a tous en tête, je crois, cette image de l'enfant brillant, celui qui réussit tout, presque sans effort. Mais bon, parfois, derrière cette façade un peu parfaite, Oui, il peut y avoir une réalité bien plus complexe, hein. Une certaine solitude, une pression énorme, et puis une vraie incompréhension. c'est exactement ça. Et c'est le sujet au cœur de notre exploration aujourd'hui, basé sur des extraits d'un livre. Tout à fait. Le livre s'appelle Il se brûlait en brillant. C'est de Ngor Diomaye Ngom. Et c'est un témoignage autobiographique, donc une histoire vraie et assez intense, qui se passe au Sénégal. D'accord. Donc l'idée, c'est de se plonger un peu dans ce parcours, hein, son enfance, intelligence précoce, milieu modeste, Jusqu'à l'âge adulte. voilà. Essayer de comprendre ce décalage, en fait, entre ce que les autres attendent et ce que lui ressentait à l'intérieur. Et surtout, pour les parents, les profs. Oui, et les jeunes eux-mêmes qui se sentent peut-être un peu... Différent, Hmm. le livre se veut un peu un miroir, quoi. Alors, allons-y. On part au Sénégal, dans un village sérère, Galogne Samsa. L'auteur décrit sa famille comme étant pauvre d'argent, mais riche des enfants. Il y a un détail culturel intéressant. Ah oui? Hmm. Il est né entre deux paires de jumeaux. Et apparemment là-bas, ça peut être associé à des dons particuliers et des savoirs. Intéressant. C'est un contexte important, oui. D'un côté, il y a cette chaleur humaine, l'amour de la famille, indéniablement, mais de l'autre, la lutte quotidienne contre la précarité. Et la mère semble jouer un rôle crucial là-dedans. Ah oui, vraiment. Elle se démène avec son petit commerce, le troc, et puis il y a les soucis de santé des enfants. Elle jongle entre le dispensaire, la médecine moderne limitée, et puis les guérisseurs traditionnels, les marabouts. Qui ne sont pas gratuits, j'imagine. Non, tout ça demande de l'argent. Et le père, lui, travaille à Dakar comme ouvrier saisonnier. Ses retours avec la paix sont attendus, avec beaucoup d'espoir, mais aussi d'anxiété. Et ça, c'est un impact direct sur la scolarité. Forcément, ils sont dans une école privée catholique, réputée mais chère, et l'auteur raconte l'humiliation des renvois de l'école parce que les frais n'étaient pas payés, ce va-et-vient constant, la honte. Difficile pour un enfant. Très. Et c'est dans ce contexte, un peu entre l'amour familial fort et ses difficultés matérielles, que ses capacités intellectuelles, elles commencent à se voir. Et du coup, il devient l'espoir de la famille. Un peu, oui. Ses succès scolaires, c'est une promesse d'avenir meilleur pour tout le monde. C'est gratifiant pour lui, bien sûr, mais on sent déjà poindre une pression, même si elle n'est pas dite clairement. Mais avant cette brillance, il décrit une phase un peu différente, plus en retrait. Oui, tout à fait. Il parle d'une période où il était vu comme un enfant étrange, renfermé, silencieux, trop observateur peut-être. Les voisins chuchotaient, l'élitaient un peu poliment. Il se décrit lui-même comme naïf à ce moment-là. Oui, assez insensible aux moqueries, il se parlait tout seul parfois. Une cible facile pour les farces. Mais protégé par sa famille? C'est ça. Le foyer, c'est vraiment un cocon d'amour, une éducation catholique douce. Sa mère, surtout, le défend bec et ongle. Elle dit même à ceux qui se moquent, vous le regretterez. Un soutien maternel très fort. Essentiel, oui, surtout qu'il était aussi un enfant fragile physiquement. Il énumère une sacrée liste de maladies. Rougeole, coqueluche, diarrhée, des plaies à la tête pendant l'hivernage, des glossites. Waouh! Sa mère a dû se battre pour le maintenir en vie. Clairement. Entre le dispensaire et les guérisseurs, parfois contre l'avis des voisins qui étaient assez pessimistes. Une vraie détermination. Et comment il passe de cet état un peu sombre, fragile, à l'explosion intellectuelle? Ça reste un peu un mystère, même pour lui. Il évoque l'influence possible d'un instituteur, un certain monsieur RDNG, ou peut-être juste la maturation naturelle. En tout cas, le changement arrive. Et l'école primaire devient la scène de tout ça. Exactement. C'est là que ça bascule. Il développe une vraie passion pour apprendre. Il lit tout ce qui lui tombe sous la main, même des vieux papiers trouvés par terre. Les adultes devaient trouver ça bizarre. Oui, il le traitait de futur fou, mi-amusé, mi-perplexe. Et puis, il y a cette mémoire. Phénoménal, d'après ce que vous disiez. Oui, il raconte qu'il pouvait retenir une leçon juste en l'écoutant une fois et en la voyant écrite. Il se souvenait même de l'endroit exact des mots sur la page. Incroyable. Du coup, être premier de la classe, c'était presque logique. Inévitable, oui. Même s'il dit avoir essayé d'être deuxième 2 fois, exprès. Comme pour fuir un peu cette lumière. Et c'est là aussi qu'il vit ses premières confrontations douloureuses liées à cette excellence. C'est ça. Il y a cet épisode marquant. Il est en CP et on vient le chercher pour aller répondre en CM2. La question, quelle est la capitale du Sénégal? Dakar. Voilà. Les grands séchaient, lui répondent juste. Et là, sentiment mitigé. Fier, bien sûr, mais gêné d'avoir un peu humilié les plus grands. Et ça se répète l'année d'après, hein? Oui, en C1. Rebelote, appelé au tableau en CM2 pour un problème de calcul mental assez corsé. Il résout ça vite fait, le maître est impressionné. Mais les élèves de CM2, Vexé, voire hostile. Et là, c'est une prise de conscience assez brutale pour lui.
Ses capacités peuvent servir à comparer, à mettre en avant, et donc à blesser, à isoler. Sa lumière commence à brûler. Les autres, et lui par contre-coup. Exactement. Et c'est dans cette même classe de CE1 qu'arrive un autre événement très fort, une vraie blessure avec son institutrice, mademoiselle Ndiaye. Il l'idéalisait, c'est ça? Complètement. Il la voyait comme l'incarnation de la bonté, douce, juste, maternelle. Son rêve secret, c'était de ne jamais recevoir une seule tape de sa part. Pour lui, ça aurait été la preuve ultime d'une relation parfaite, de son affection. Un idéal très fort pour un enfant. Très. Mais cet idéal va voler en éclats. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'histoire des devoirs de vacances. Les élèves doivent copier les énoncés. Lui, il pense bien faire, peut-être pour montrer son zèle, il décide de faire directement les exercices dans son cahier. Une initiative. Qui tourne mal. Voilà. L'institutrice voit ça, s'approche, et sans vraiment chercher à comprendre pourquoi il a fait ça, elle lui demande de tendre la main. Et elle lui donne 3 tapes. Ah! Le choc pour lui, c'est pas tellement la douleur physique, c'est léger, c'est émotionnel. Son rêve s'écroule. Et surtout, il ressent une injustice terrible, une trahison de la part de cette personne qu'il admirait tant. L'incompréhension doit être totale à ce moment-là. Immense. Pourquoi cette faute, qu'il ne voit même pas comme une faute, mérite ça de sa part à elle? Il se renferme, perd sa joie de vivre en classe. La blessure est là, silencieuse. Et il n'a pas d'explication tout de suite? Non, c'est seulement des semaines plus tard que Madame Ndiaye le prend à part et lui explique. Elle cherchait une occasion de le punir. Quoi? Pourquoi? Pour faire taire d'éventuelles critiques. Elle avait peur qu'on l'accuse de favoritisme s'il était le seul à n'être jamais puni. Donc elle a saisi ce prétexte. C'est dur à entendre. Mais quelle leçon pour lui? Une leçon très amère, oui. Ça cristallise quelque chose de douloureux. Même les adultes qu'on aime et qu'on croit justes peuvent agir de façon incohérente, sacrifier la vérité pour les apparences, pour la pression sociale. C'est une première fissure dans sa confiance envers les adultes. Une blessure profonde. Et on imagine que ça va alimenter ce qu'il appelle le fardeau de l'image pendant l'adolescence. Tout à fait. L'adolescence, ça devient la période où être excellent n'est plus un plaisir, mais une obligation. Sa motivation, c'est surtout la peur. Peur de décevoir, peur de ne plus être aimé s'il n'est pas parfait. Il développe une sorte de loi interne. Oui, une règle très dure. Sois parfait ou ne fais rien. Le perfectionnisme à outrance. Et le système scolaire, le collège, ça n'aide pas. Non, pas vraiment. Il décrit une compétition forte, parfois attisée par les profs eux-mêmes. Certains pensent bien faire en le traitant différemment, en lui refusant des petits bonus pour le stimuler, soi-disant, mais ça ne fait qu'accentuer la pression et son sentiment d'être à part. Et socialement, avec les autres jeunes. Eh bien, l'admiration du début, ça se transforme peu à peu en distance, voire en hostilité. On le surnomme le cerveau, le petit professeur. C'est pas facile à porter. Du coup, il s'isole de plus en plus, il devient un peu associable pour se protéger. Même dans sa famille, il y a un décalage qui se crée. Oui, malgré l'amour qui est toujours là, il sent que ses questions profondes, ses angoisses, elles ne sont pas toujours comprises. Il se sent un peu invisible dans sa complexité intérieure. Il s'enferme. Et paradoxalement, être toujours premier, ça mine sa confiance. C'est ça qui est fou. Il aspire à être normal. Il rêve parfois d'être moins bon, juste pour être comme les autres, pour qu'on le laisse tranquille avec ce rôle. Cet ado un peu prisonnier de son image, il devient ensuite un adulte qui porte toujours ce poids, en fait. Oui, il a grandi, mais à l'intérieur, il se sent toujours comme cet enfant sous pression qui doit sans cesse prouver quelque chose, qui ne se sent jamais vraiment adulte, autonome. Les blessures d'enfance, la peur du jugement, le besoin de reconnaissance, ça continue de guider ses choix, même inconsciemment. Donc il a du mal à exister par lui-même, à prendre sa place. C'est exactement ça. Il a des idées, des envies, des projets, mais la peur d'être vu, critiqué, peut-être même démasqué comme n'étant pas à la hauteur de son image, ça le paralyse. Il finit par saboter ses propres initiatives. C'est une timidité qui va au-delà d'un simple trait de caractère, alors. Oui, il parle d'un retrait émotionnel, une stratégie pour ne pas être vu et donc pour ne pas risquer d'être blessé à nouveau. Et ça le conduit à se mettre au service des autres, peut-être trop? Oui, il a tendance à dire oui à tout par peur de déplaire, de décevoir. Il a du mal à savoir ce qu'il veut vraiment lui et à le poursuivre. Il avance dans la vie, pro, perso, mais sans cap vraiment choisi, sans projet qui le fasse vibrer lui profondément. La question « qui suis-je derrière tout ça ?» le hante. Il est un peu perdu en lui-même. Voilà. Mais comme il le dit, on ne peut pas passer sa vie à se cacher de soi. À un moment donné, il y a une sorte de déclic ou de point de rupture. Et c'est là que commence le chemin inverse, la reconstruction. Comment ça démarre? C'est pas un grand événement soudain. C'est plutôt une lassitude qui s'installe, marre de cet effacement constant. Une prise de conscience progressive que, ça peut plus durer comme ça. La question devient presque vitale. Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Et concrètement, comment il s'y prend pour changer? C'est un travail de longue haleine, courageux.
D'abord, il revisite son passé, pas pour accuser qui que ce soit, mais pour comprendre les rouages. Il réalise que son perfectionnisme, c'était une stratégie pour chercher l'amour, la sécurité, pas quelque chose d'inné. Il met des mots sur ses blessures. C'est ça. La peur du rejet, la faible estime de soi cachée derrière les succès, la dépendance au regard des autres, il identifie tout ça. Et il cherche de l'aide, des outils. Oui, il se forme par lui-même, il lit beaucoup en psychologie, en développement personnel, et il mentionne l'aide d'un méta-analyste. C'est une approche thérapeutique spécifique qui vise à libérer les émotions bloquées. Ça semble avoir été un catalyseur pour lui. Et petit à petit, il apprend à s'affirmer. Oui, apprendre à dire non, poser des limites, accepter qu'il n'est pas parfait et que les autres non plus. C'est une libération. En fait, c'est toute sa définition de la réussite qui change. Absolument. Briller, ça ne veut plus dire être le meilleur aux yeux des autres. Ça devient être authentique, trouver la paix intérieure, contribuer au monde à sa manière, selon ses propres valeurs. Il arrête d'avoir peur de sa propre lumière, mais il veut l'utiliser pour quelque chose de constructif, devenir, comme il dit, un homme debout. Et cet homme debout, on apprend à la fin du livre qu'il réalise ses propres projets, il se marie, devient père, puis pasteur presbytérien, et enfin auteur en partageant son histoire. C'est là qu'il dit « l'enfant dont j'ai parlé ». C'est moi, Ngordio Maye Ngom. Oui. Et ce dévoilement final donne une force incroyable à son message pour les adultes. Les parents, les enseignants. Exactement. Fort de tout ce qu'il a vécu et compris, il plaide vraiment pour qu'on regarde ses enfants dits brillants autrement. Il insiste, l'intelligence c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ce dont un enfant a besoin par-dessus tout, c'est d'être compris, guidé avec bienveillance, et aimé pour qui il est, pas juste pour ses notes. Trouver le bon équilibre, c'est ça le défi. C'est tout le défi, oui. Encourager le potentiel mais sans écraser l'enfant, mettre une certaine exigence mais avec une tendresse infinie. Surtout, il dit, l'amour ne doit jamais dépendre des résultats. Le droit à l'erreur, à l'échec, c'est vital pour se construire. Et il met en garde contre le fait d'utiliser cet enfant comme un modèle pour les autres. Oui, il appelle ça le modèle oppresseur. Les comparaisons constantes qui humilient les camarades, ça finit par isoler tout le monde, y compris l'enfant brillant. Il insiste aussi sur l'importance d'écouter leurs émotions. Ces enfants ont un cœur, une sensibilité, parfois à fleur de peau. Il invite aussi les parents à se regarder un peu eux-mêmes. En quelque sorte, oui, à faire la part des choses entre leurs propres rêves déçus et les aspirations de leur enfant. L'enfant n'est pas là pour réparer notre passé. Et puis, être vigilant à la souffrance cachée. Un enfant peut sourire et avoir de bonnes notes, mais être en détresse à l'intérieur. L'authenticité des adultes est clé aussi, d'après lui. Très important. Pas besoin de parents parfaits, mais de parents vrais qui osent montrer leurs limites. Et il termine sur cette idée de responsabilité. Le passé, bon, on ne savait pas toujours. Mais maintenant, avec ce genre de témoignage, ceux qui savent ont une responsabilité nouvelle. Ok, si on essaie de résumer ce parcours intense. Un enfant dont l'intelligence éclate tôt, mais qui est vite écrasé par les attentes, l'isolement, même dans une famille aimante. C'est ça. Puis la blessure de confiance avec l'institutrice qui laisse une trace durable et l'enferme dans cette quête de perfection pour ne plus jamais décevoir. Et ensuite, le long chemin pour se libérer de cette image, comprendre ses blessures, et enfin, oser être lui-même. Tout à fait. Et de là émerge ce message fort, l'amour inconditionnel et la compréhension profonde. C'est ça qui compte vraiment pour qu'un enfant s'épanouisse, bien plus que la reconnaissance de ses seules performances. Et ce qui est frappant, c'est que, même si ça parle d'un enfant dit précoce, les thèmes sont universels, non? La pression, la peur de décevoir, le poids des attentes, la quête d'authenticité. Ah mais complètement. Les mécanismes qu'il décrit, le perfectionnisme comme défense, le mal à dire non, le décalage entre l'image et le ressenti, ça parle à beaucoup de monde, je pense, à des degrés divers. Et pour finir, il y a cette pensée un peu provocante à la fin du livre. Personne n'est coupable du passé, mais ceux qui savent maintenant ont une responsabilité. Oui, cette idée que savoir nous engage. Ça interpelle, ça nous renvoie à nous-mêmes. Comment, chacun à notre niveau, on peut créer des environnements, en famille, à l'école, en société, où le potentiel de chacun, brillant ou pas, puisse grandir sans devenir une source de souffrance. Comment cultiver plus de justesse, plus de bienveillance dans nos regards, dans nos attentes? C'est une vraie question, profonde.